Bonjour à tous, aujourd'hui nous reprenons notre série de vidéos sur l'histoire de la gauche et de la droite et nous poursuivons sur l'histoire de la droite à partir de la Restauration. Allez, c'est parti! Dans la dernière vidéo, nous nous étions arrêtés à la prise de pouvoir de Louis XVIII en avril 1814. Et nous allons voir aujourd'hui qu'à partir de ce tournant politique, le centre droit libéral et la droite absolutiste vont prendre une très grande importance. Cette importance et cette domination de la droite se constatent déjà dans les institutions que le roi donne à la France. En effet, Louis XVIII ne fait pas l'erreur de retomber dans l'ancien régime, mais fait appliquer une charte constituante le 4 juin 1814. D'ailleurs, le nom de charte est en lui-même un très fort symbole pour la droite, car on ne rentre pas dans l'esprit de la Révolution, mais à l'inverse, on tombe dans l'esprit selon lequel la répartition des pouvoirs ne dépend que de la volonté du roi. Cette charte est donc rédigée par le gouvernement provisoire en accord avec le Sénat conservateur en attendant l'arrivée d'une nouvelle chambre législative. Je le rappelle par rapport à la dernière vidéo, ce même Sénat était en fait une chambre législative dominée par les libéraux modérés sous l'empire de Napoléon Ier, mais qui avait trahi au dernier moment de son règne. La volonté du centre droit libéral était de parvenir à une monarchie limitée. Certains historiens appellent cela une monarchie proto-parlementaire. Donc pour ce qui est des institutions de cette monarchie, la France se dote de deux chambres législatives chargées de voter les lois. D'un côté, la Chambre des Pairs, dont les membres sont nommés directement par le roi et certaines fois de façon héréditaire, et de l'autre côté, nous avons la Chambre des députés, qui est élue au suffrage censitaire, c'est-à-dire par les plus riches. En effet, il fallait payer 300 francs d'impôts pour pouvoir voter, en sachant qu'à l'époque, 300 francs était une énorme somme et que moins d'1% environ des hommes majeurs, au sens où on l'entend aujourd'hui, avaient le droit de voter. Mais ces chambres sont limitées dans leur pouvoir vu que, jusqu'à 1821, celles-ci n'avaient pas le droit de renverser le gouvernement et en plus de cela, seul le pouvoir exécutif a l'initiative des lois. D'ailleurs, pour ce qui est de ce même pouvoir exécutif, le roi est le chef de l'État et c'est lui qui nomme les ministres, commande l'armée et en fait contrôle à peu près tout ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. La charte constitutionnelle est mise en application donc à partir du 4 juin 1814, mais ne restera pas très longtemps, étant donné que le 1er mars 1815, Napoléon revient de son exil sur l'île d'Elbe et reprend le pouvoir. Mais la preuve du virage libéral de la France est que Napoléon est contraint d'appliquer un modèle de constitution similaire à la charte de 1814. Et c'est même pire que cela, vu que l'acte constitutionnel de 1815 de Napoléon n'a pas été écrit par un profond bonapartiste, mais a été rédigé par le libéral Benjamin Constant, sur lequel nous reviendrons. Quoi qu'il en soit, cette constitution ne reste pas longtemps en place étant donné que Napoléon est contraint à l'abdication définitive le 22 juin 1815. Après ce retour temporaire au pouvoir de Napoléon pour l'épisode des 100 jours, les anciens émigrés revenus en France vont perpétrer un événement resté dans l'histoire de France sous le nom de la Terreur blanche. Les anciens nobles se vengent contre les anciens révolutionnaires. Entre 300 et 500 personnes sont faites tuer selon les sources officielles. Il s'agit tout autant de républicains que de bonapartistes et on va même jusqu'à tuer des protestants pour leur religion. Cette terreur a eu un impact tel que lors des élections législatives réalisées au suffrage censitaire en août 1815, les absolutistes remportent plus de 80% des suffrages. La chambre qui sort de ces élections sera nommée par Louis XVIII la chambre introuvable. En effet, il allait être très difficile pour Louis XVIII de maintenir un compromis avec l'héritage révolutionnaire en sachant que l'une des deux chambres allait être hostile à cela. L'homme qui va alors s'imposer est nommé Élie Decazes. En effet, celui-ci est le favori du roi Louis XVIII. De plus, l'avantage de Decazes à ses débuts, c'est qu'il est un homme de compromis entre les différents bords de l'Assemblée notamment, vu qu'à l'époque, le système de partis politiques, comme on entend aujourd'hui, n'existait pas et il fallait en réalité faire des compromis avec tout un tas de personnalités, mais qui de fait étaient proches idéologiquement, étant donné qu'il y avait le suffrage censitaire qui limitait le nombre d'idéologies politiques. Les républicains notamment n'étaient pas représentés à l'Assemblée. Former des majorités s'avérait donc être une tâche relativement plus facile que dans un vrai régime parlementaire avec une assemblée formée de partis rivaux et ne pouvant pas s'entendre. C'est ainsi que le favori du roi va réussir à se maintenir au gouvernement jusqu'en 1820 après avoir été alternativement ministre de la police, de l'intérieur et enfin président du conseil. Une performance d'autant plus spectaculaire qu'il a réussi à composer avec une assemblée à majorité de gauche libérale, notamment entre 1818 et 1820. Le problème, c'est qu'en février 1820,
comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur la restauration que je vous invite à aller voir, c'est l'assassinat du duc de Berry, le fils de Charles d'Artois. Sans vouloir faire mon Stéphane Bern, je me dois de vous expliquer la logique derrière cet assassinat. Ferdinand d'Artois, autrement appelé le duc de Berry, est le fils de Charles d'Artois, futur Charles X, lui-même frère de Louis XVIII. Ce dernier n'ayant pas d'enfant, la seule branche qui reste dans la famille des Bourbons en France, ce sont les descendants de Charles d'Artois. En assassinant le duc de Berry, Louis-Pierre Louvel, simple ouvrier bonapartiste, a, à l'échelle de la France, provoqué un énorme choc dans la politique française en tuant en réalité le futur héritier au trône de France. Ce sera à Élie Decazes que les députés et les pairs iront rendre des comptes et c'est cela qui aboutira à la chute du gouvernement Decazes le même mois. Le fait qu'un homme aussi important que Decazes ait été poussé à la démission témoigne tout de même d'un certain degré de parlementarisme. Et même si j'ai dit que les parlementaires étaient en général très proches politiquement, en réalité c'est surtout autour de la nature du régime qu'ils sont d'accord. Par exemple, Benjamin Constant, qui était député de la prétendue gauche libérale de la Chambre des députés, n'avait pas un positionnement politique transcendant avec nos yeux du XXIe siècle. Et cela est d'autant plus normal que Benjamin Constant n'était pas très soucieux du régime politique et des institutions. Il avait été même capable de soutenir Napoléon à son retour de Windham pour dire à quel point la nature du régime l'importe peu. Mais là où Benjamin Constant pouvait soutenir la Restauration pour une liberté qu'elle apportait en héritage de la Révolution, sans forcément se soucier du régime politique, nous avons des personnalités comme Chateaubriand qui soutenaient le régime en place et qui s'accommodaient tant bien que mal de la charte de 1814 tout en restant ultra-royaliste. D'ailleurs, cela est d'autant plus facile dans le cas de Chateaubriand, vu que celui-ci est lui-même membre de la Chambre des Pairs et qu'il a même été nommé ministre des Affaires étrangères entre 1822 et 1824. Mais il y a tout de même une opposition politique entre les personnalités politiques si elles sont plus ou moins libérales ou si elles sont plus ou moins absolutistes. Mais revenons à 1820 avec la chute de Decazes. À partir de ce moment-là, la France va prendre un virage à droite avec en 1822 l'arrivée à la tête du gouvernement de Joseph de Villèle, qui est le leader des ultra-royalistes. Et son passage à la tête du gouvernement sera le plus long de la Restauration étant donné qu'il durera jusqu'à 1828. Entre-temps, en 1825, le roi Louis XVIII meurt et Charles d'Artois devient roi sous le nom de Charles X et se fait sacrer à la cathédrale de Reims comme les anciens rois de France avant la Révolution. Charles X va d'ailleurs une fois satisfaire les ultra-royalistes avec la publication le 25 juillet 1830 des ordonnances de juillet, autrement appelées ordonnances de Saint-Cloud. Déjà, pour vous dire, l'équivalent actuel des ordonnances de l'époque, ce serait le 49-3. En effet, le roi fait face à une assemblée nouvellement élue où la droite gouvernementale n'est pas majoritaire. Il décide donc de légiférer sur la suspension de la liberté de la presse et sur la nouvelle dissolution de la Chambre des députés et enfin la révision du système électoral au détriment de la bourgeoisie. Face à une insulte contre la charte, l'opposition libérale et républicaine se mobilise au début de l'insurrection qui mène à ce que l'on appelle aujourd'hui les Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830. À la suite de cette insurrection, le roi est obligé d'abdiquer. Le problème, c'est que la prétendue gauche libérale, incarnée par Adolphe Thiers, voit dans cette révolution, certes, une possibilité de se débarrasser d'un roi despotique, mais en même temps, cette révolution, elle fait peur. Car comme je l'ai dit dans ma vidéo consacrée à la monarchie de juillet, parmi les manifestants et insurgés parisiens, on a un très grand nombre de républicains et de bonapartistes. Et le régime qui autrefois faisait consensus devient alors l'épouvantail de toutes les luttes politiques, qu'elles soient ultra-royalistes ou républicaines. Et face à cette menace républicaine, Adolphe Thiers, jeune journaliste au journal Le Constitutionnel, fait placarder dans Paris un appel aux insurgés à soutenir le duc Louis-Philippe d'Orléans, cousin éloigné de Charles X. Ce sera un succès et le régime hier considéré comme illégitime est restauré avec Louis-Philippe d'Orléans qui devient Louis-Philippe Ier, roi des Français, le 9 août 1830. La charte est modifiée avec pour principale différence l'abaissement du cens électoral. Désormais, il ne faut plus que 200 francs d'imposition par an pour pouvoir voter. Sinon, en autre mesure importante, il y a le retour du drapeau tricolore hérité de la Révolution et le droit pour les parlementaires d'avoir une initiative de la loi, ainsi que la suppression des ordonnances royales qui est mise en place. C'est donc Adolphe Thiers, futur président de la République, qui a été à l'origine de la déception des Républicains en 1830.
Et c'est également lui qui sera ministre de l'Intérieur lors de la répression de la révolte des Canuts à Lyon, en sachant que ceux-ci étaient républicains. C'est également lui qui soutiendra les mesures anti-républicaines de septembre 1835, suspendant de fait sa liberté de la presse. Mais peu à peu, au cours de la monarchie de Juillet, Thiers se rapprochera de la gauche parlementaire, le parti du mouvement. De manière générale, à partir de la mort de Casimir Perier, dernier président du Conseil du Parti du Mouvement de gauche, la totalité des majorités à la Chambre des députés seront de droite. D'ailleurs, le parti de droite, qui incarne l'esprit conservateur du point de vue institutionnel et libéral du point de vue économique, c'est le parti de la Résistance dont le leader était François Guizot. D'ailleurs, il faut qu'on parle de cet homme parce qu'il s'agit d'une figure controversée. La postérité aura retenu de lui une phrase qu'il aurait prononcée concernant le sens électoral « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne et vous deviendrez électeur ». Cette phrase témoigne en effet d'une vision de la politique centrée autour de la réussite professionnelle et du travail. Guizot se fait le défenseur de la grande bourgeoisie commerçante qui a tout à gagner avec la révolution industrielle. Pour plus de détails sur la période, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la monarchie de Juillet. Guizot a une vision de l'économie centrée autour de la lutte contre l'oisiveté. Il est donc contre, de fait, la noblesse rentière, mais surtout il est contre toute forme d'allocation aux chômeurs. Sauf qu'aujourd'hui, avec nos connaissances, nous voyons très bien que le manque d'assistance aux personnes sans emploi pousse aussi à accepter n'importe quelle forme de travail, quelle qu'en soit la rémunération. Ce nivellement par le bas des salaires n'est d'ailleurs pas vu comme un problème par Guizot étant donné qu'il s'agit pour les industriels de faire face à la concurrence internationale, mais nous verrons que ce nivellement par le bas va provoquer en partie sa chute. Nous voyons donc que dans son libéralisme économique, François Guizot consent à ce que la France fasse tous les sacrifices nécessaires pour faire face à la concurrence internationale. Et de manière générale, le parti de la Résistance et donc la droite orléaniste a été incapable de faire face à la question sociale. Par exemple, une des seules mesures sociales mises en place et votées sous la monarchie de Juillet fut en 1841 l'interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans et la limitation du temps de travail des enfants de moins de 13 ans. Le problème, c'est que cette loi ne fut jamais réellement appliquée. Pour revenir à Guizot, il ne faut pas voir que les aspects négatifs de sa politique. En effet, c'est lui qui est à l'origine d'une autre des lois sociales de la monarchie de Juillet, c'est la loi Guizot de 1833 qui instaure l'obligation pour chaque commune d'entretenir une école primaire pour les indigents. De plus, pendant son passage au ministère de l'Instruction publique de 1832 à 1834, il a permis le doublement du budget de l'éducation publique par rapport à 1831. Un autre point positif de l'action de Guizot est la politique étrangère. En effet, pendant son passage de 1840 à 1847 au ministère des Affaires étrangères, François Guizot a permis de mettre fin aux tensions entre la France et l'Angleterre et de débuter un processus que l'histoire retiendra sous le nom donné à cette diplomatie par la reine Victoria, l'entente cordiale. Mais le point qui va provoquer la chute de Guizot et par là celle du roi Louis-Philippe Ier, c'est la crise économique due aux mauvaises récoltes des années 1846-1847. Celles-ci ont entraîné ce que l'on appelle dans le jargon économique une disette, comme en 1789. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, en fait, pour vous résumer simplement, la libéralisation de l'économie a fait que les mauvaises récoltes ne menaient pas forcément à une famine, comme ça pouvait être le cas auparavant, mais maintenant on a la possibilité d'importer de la nourriture venant de l'étranger, et alors se met en place ce mécanisme d'offre et de demande, ce qui provoque une hausse des prix. Cela crée une très forte inflation des prix des céréales et de la nourriture de manière générale, et donc la consommation se redirige vers la nourriture et non plus les biens manufacturés, et les investissements diminuent, ce qui aboutit à la crise économique et au chômage. Pour vous dire les répercussions de cette crise, selon de nombreux historiens et économistes, celle-ci ne se terminera qu'en 1851. Mais pour rester à la période qui nous intéresse, il faut savoir que cette crise a amené un élément moteur dans la question sociale, j'en ai parlé, c'est le chômage. Face à cette crise, la droite orléaniste et François Guizot vont être incapables d'apporter une solution cohérente, notamment pour la question sociale. Leur libéralisme orthodoxe les paralyse. En effet, comment répondre aux problèmes sociaux posés par cette crise si on estime que la moindre allocation chômage serait de l'assistanat ? Comment relancer l'économie si le système fiscal est basé sur le patrimoine foncier et pas sur le revenu ? Parce que ce genre de situation, en augmentant les impôts, cela signifierait aggraver la crise agricole. Et face au mécontentement de la bourgeoisie, la gauche orléaniste propose l'abaissement du sens électoral pour être plus représentatif de la bourgeoisie et donc pour mieux relancer l'économie. Mais pour réclamer cette mesure, elle va organiser ce que l'on appelle la campagne des banquets à partir de novembre 1847
qui va finir, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la monarchie de juillet, par l'appropriation de ces banquets par les républicains, et ces banquets vont finir par le renversement du régime lors des journées révolutionnaires d'insurrection du 22, 23 et 24 février 1848. Entre le 24 et le 25 février, un gouvernement provisoire républicain est proclamé et nous verrons dans une prochaine vidéo comment la droite va faire pour se réinventer dans un contexte de retour à la République et toujours de crise économique. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!